بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Avec vous, Dr Manel Bouloudni de l'Université Mohamed Cherif Msadia Sougaras dans le module de méthode d'analyse et de caractérisation, unité de découverte destinée aux étudiants de première année master en physique des rayonnements. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième chapitre de cet enseignement qui se déroule sur la spectroscopie des rayons X. Ce cours se fonde essentiellement sur la production des rayons X, l'absorption des rayons X, l'interaction des rayons X avec la matière, la détection des rayons X et un atelier d'application dans lequel je vous expose quelques méthodes d'investigation utilisant les rayons X. Les rayons X sont une forme de rayonnement électromagnétique au même titre que la lumière visible, l'ultraviolet, l'infrarouge, les micro-ondes, les ondes radio ou les rayons gamma. Une onde électromagnétique est due à un champ électrique et un champ magnétique perpendiculaires, oscillant en phase. Elle se propage dans le vide à la vitesse de la lumière. Dans le cas d'une onde sinusoïdale ou monochromatique, elle a une fréquence nu définie et une période t qui est égale à 1 sur nu. La longueur d'onde lambda est la distance parcourue par l'onde en une période t, soit lambda est égal à c fois t, qui est égal à c sur nu. C est la célérité de la lumière. L'onde électromagnétique possède une nature corpusculaire. Donc la particule de la lumière, les grains de lumière, sont appelés les photons. Le photon est une particule ne possédant pas de masse. Il se déplace à la vitesse de la lumière. Dans le modèle corpusculaire de la lumière, il faut raisonner en termes d'énergie. Donc l'énergie d'un photon est inversement proportionnelle à la longueur d'onde lambda de la lumière correspondante. Nous avons donc l'énergie est égale à h nu qui est égale à hc sur lambda. H est la constante de Planck qui est égale à 6 fois 6,63 fois 10 à la puissance moins 34 joules seconde. Passons maintenant à l'explication de la production des rayons X et commençons par une petite définition du rayonnement X. On appelle rayons X les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont comprises entre 10 à la puissance 16 Hz et 10 à la puissance 20 Hz. Les longueurs d'onde sont de l'ordre de 10 à la puissance moins 8 à 10 à la puissance moins 12 mètres et les énergies des photons X sont comprises entre 40 et 4 fois 10 à la puissance 5 électronvolts. Nous avons donc 1 électronvolt correspond à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 joules. Donc ces énergies sont de l'ordre de grandeur des énergies de liaison des électrons des couches internes des atomes, de l'ordre de kilo-électron-volt. Le domaine des rayons X se situe entre l'ultraviolet et les rayons gamma. Le premier scientifique qui a découvert les rayons X est le physicien allemand Wilhelm Röntgen en 1895. Pour cette découverte, il a reçu le premier prix Nobel en physique en 1901. En 1913, Coolidge inventa le tube de Coolidge, une cathode améliorée pour la production des rayons X qui permettait une meilleure visualisation des structures anatomiques profondes et des tumeurs. Passons maintenant à l'explication de la base technologique de la production des rayons X qui se repose essentiellement sur 3 étapes. Commençons par la première étape. Donc la première étape est la conception d'un tube à vide contenant un filament chauffé par une basse tension et une anode. Une masse métallique portée à une forte tension positive par rapport au filament. Deuxième étape est l'attraction des électrons vers une cible métallique portée à une très forte tension positive qui est l'anode par rapport au filament. Donc en chauffant un filament par l'effet Joule, il y a libération des électrons avec création d'un véritable nuage électronique
ce qu'on appelle l'effet thermoionique ou effet Edison. Troisième étape, la décélération brutale des électrons lors de leur arrivée sur l'anode. Donc l'énergie cinétique se transforme en chaleur et en rayon X. L'énergie cinétique des électrons incidents est déterminée par la tension d'accélération ΔU, où E cinétique est égal à E multiplié par ΔU. E correspond à la charge électrique de l'électron. Elle est égale à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Je passe maintenant à l'explication des mécanismes physiques de la production des rayons X. Donc, une très forte tension électrique de l'ordre de 20 à 400 kV est générée entre deux électrodes. Ces deux électrodes. La cathode et l'anticathode ou l'anode. Donc, il se produit alors un flux d'électrons de la cathode vers l'anode. Quand les électrons heurtent l'anode, une grande quantité d'énergie, à 99%, est transformée en chaleur. Mais une petite quantité, à 1%, est transformée en rayon X par l'effet de Brandst-Rayleigh ou rayonnement de freinage. Donc actuellement, il y a principalement deux mécanismes de production des rayons X résultant d'un flux d'électrons lancés à grande vitesse sur une cible. L'émission générale Brandst-Rayleigh et l'émission caractéristique, ce qu'on appelle effet photoélectrique. Expliquons maintenant le phénomène d'émission générale, ce qu'on appelle le phénomène de Brandst-Rayleigh. Donc un électron accéléré avec une grande tension passant à côté d'un noyau subit l'effet de son fort champ électrique. L'interaction entre charges électriques est due à l'échange de photons. Au point A, l'électron échange un photon non observé avec le noyau. En B, à ce point-là, il émet un photon qui sera observé, donc le photon de freinage. L'électron a perdu de l'énergie, sa trajectoire a été déviée automatiquement. Le rayonnement de freinage produit un rayon X ou un rayon gamma. Expliquons maintenant l'émission caractéristique, ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. En fait, l'émission caractéristique est une seconde méthode de formation des rayons X. Elle correspond, comme l'émission générale, à envoyer des électrons sur une cible, sauf que ceux-ci entrent en collision avec un électron d'une couche interne, bien sûr de l'atome. Passons maintenant à l'explication du mécanisme d'obtention du spectre de rayons X. Supposons que l'on bombarde une cible de molybdène avec des électrons accélérés sous des tensions croissantes. Étudions pour chaque tension d'accélération la répartition du spectre obtenu, c'est-à-dire de l'évolution de l'intensité des rayons X émis en fonction de leur longueur d'onde. Jusqu'à une tension de 20 kV, on obtient un spectre continu qui s'arrête vers les courtes longueurs d'onde. Donc, à partir de 25 kV, des raies d'émission très intenses apparaissent. Elles se détachent du spectre continu. Ce sont les raies caractéristiques. Donc, le spectre continu est dû à la décélération des électrons incidents lorsqu'ils entrent en contact avec l'anode. Certains électrons stoppés et par un seul choc transmettent toute leur énergie et donnent naissance à des photons X dont l'énergie est égale à l'énergie des électrons incidents. Donc lambda limite en nanomètres est égal à Hc sur E en kilo-électron-volt qui est égal à 1,24 sur E. Lambda est la valeur limite des longueurs d'onde des photons. Elle est indépendante de la cible et ne dépend que de la tension d'accélération des électrons. D'autres électrons transmettent leur énergie à la suite de plusieurs chocs et donnent naissance à des photons de moindre énergie de longueur d'onde supérieure qui composent le spectre continu.
Contrairement au spectre continu, le spectre de Ré est une caractéristique de l'anode. Sous l'impact des électrons incidents, une couche électronique d'un atome de l'anticathode, c'est-à-dire l'anode, peut perdre un électron qui est expulsé par son noyau. Il faut pour cela que l'énergie des électrons incidents en électronvolts soit supérieure à l'énergie de liaison, par exemple l'énergie du niveau K, des électrons qui gravitent sur leur orbital, par exemple l'orbital K. Donc l'atome se trouve alors dans un état excité et la désexcitation peut se faire par passage d'un électron des orbitales L, respectivement L, M, vers l'orbital K et émission d'un photon X d'énergie EK moins EL, respectivement EK moins EM, caractéristique de l'atome. Cette radiation est appelée radiation caractéristique K alpha, respectivement K bêta. Donc, lambda K alpha est égal à HC sur EK moins EL. On appelle cette grandeur longueur d'onde de l'arrêt caractéristique K alpha. Passons maintenant à l'explication du mécanisme d'absorption des rayons X. Donc l'absorption des rayons X est un phénomène atomique qui se traduit par la diminution d'intensité I traversant une couche fine de matériaux d'épaisseur dx, telle que dI est égal à mu rho I dx. Donc en intégrant cette forme-là, on obtient l'intensité du rayonnement transmis par un matériau d'épaisseur, qui est représenté par cette relation, où I est égal à I0 exponentielle moins mu rho X. On appelle cette relation, cette expression, par la loi de Berlambert, où X représente l'épaisseur de l'échantillon, rho la masse volumique et mu le coefficient d'absorption massique. Donc, concernant l'interaction des rayons X avec la matière, donc, il existe différents types d'interactions entre le faisceau de rayons X et la matière. Le rayonnement X, premièrement, il peut être transmis sans changer de direction. On parle dans ce cas-là de radiographie X que l'on utilise pour la détection de porosité ou de fissures. Deuxièmement, il peut être transmis en changeant de direction selon deux états ou diffusé. On parle alors de la diffusion. Cette diffusion pouvant se faire sous deux formes. Donc, premièrement, sans perte d'énergie, on parle alors de la diffusion élastique. Elle est à l'origine de la diffraction des rayons X par les cristaux. Deuxièmement, avec une perte d'énergie, une partie de l'énergie est cédée à un électron, donc on parle alors de la diffusion inélastique. Elle est à l'origine de l'effet Anton. Troisièmement, le rayonnement X peut être aussi absorbé par les atomes. Donc, sous l'action du rayonnement incident, un électron d'un atome de l'échantillon peut être éjecté de la couche électronique. Il est bien sûr qu'il est occupé. C'est l'effet photoélectrique. Donc, l'électron éjecté étant appelé photoélectron. L'électron éjecté peut être remplacé par un électron d'une couche supérieure. Ce saut électronique s'accompagne d'un rayonnement X appelé rayonnement de fluorescence. Il est utilisé pour l'analyse chimique des cristaux. Enfin, notons que tous ces phénomènes s'accompagnent d'un dégagement de chaleur. Je passe maintenant à l'explication des mécanismes de détection des rayons X. Commençons par le premier type de détection, qui sont les écrans fluorescents. Sous l'effet des rayons X, certains corps, comme par exemple le sulfure de zinc, émettent des rayonnements de fluorescence dans le domaine de la lumière visible. Ceci permet de visualiser le faisceau. Deuxième type de détection, les plaques, c'est-à-dire les films photographiques. C'est des films transparents recouverts d'une émulsion sensible aux rayons X, c'est-à-dire des cristaux de bromure d'argent, AgBr, dans une matrice de gélatine. Donc la formation d'atomes Ag sous l'effet de l'exposition au flux des rayons X provoque une interaction photoélectrique
des photons avec les ions Ag+, qui libèrent un électron. Et chaque atome Ag noircit le film. Le degré de noircissement du film, opacité optique, dépend de l'intensité de l'image radiante et du temps d'exposition. On obtient enfin une image négative, c'est-à-dire une structure très absorbante qui apparaît blanche et une zone peu absorbante qui apparaît noire. Troisième type de détection, c'est les détecteurs quantitatifs. On commence par expliquer le compteur à gaz, c'est-à-dire à chambre à ionisation. L'ionisation des atomes du gaz détecteur, on prend l'exemple de xénon, sous l'action de photons X et création de paires ions positifs électrons, les électrons produits dans le tube sont attirés par l'anode et les ions positifs par la cathode. Deuxième type de ce genre de détecteur, le compteur à scintiation. Les électrons X sont recueillis sur un cristal d'iodure de sodium. Sous l'action des photons X, le cristal émet un rayonnement de fluorescence dans le domaine du visible. Ce rayonnement est mesuré par une cellule photoélectrique et le signal obtenu est amplifié. Troisième type des détecteurs quantitatifs, le détecteur solide semi-conducteur à base de silicium, lithium et germanium. Donc, les photons X provoquent l'excitation des électrons des atomes du semi-conducteur dans la bande de valence vers la bande de conduction, créant ainsi des paires électrons-trous. Le déplacement en sens opposé des électrons et des trous, sous l'effet d'un champ électrique, produit un courant qui est mesuré. Quatrième type de détecteur quantitatif, la plaque image. Donc c'est une plaque photosensible contenant des microcristaux, des matériaux à base des terres rares. Donc les ions d'europion 2+, peuvent absorber un photon et se transformer en europion 3+, libérant un électron qui est piégé dans un centre coloré. Cet électron est métastable et se désactive sous l'action de la lumière visible. C'est un balayage laser réémission bleue. Cinquième type des détecteurs quantitatifs, détecteur CCD, Charge Coupled Device. Les électrons X interagissent avec un écran fluorescent qui remet des photons dans le domaine de visible. Cette image visible est captée par le CCD. Pour mieux comprendre les concepts physiques du rayonnement X et son interaction avec la matière, un atelier est mis à la disposition de l'étudiant dont l'objectif est l'exposition de quelques méthodes d'investigation technologique utilisant les rayons X. Je commence par la radiographie. Donc, la radiographie est une technique d'imagerie qui vise à visualiser un organe ou une partie du corps sur une pellicule photosensible réalisée par un radiologue en hôpital. Elle utilise les rayons X. Donc, il s'agit de la première technologie d'imagerie médicale. Elle fut découverte en 1895 par le physicien William Röntgen, qui fit aussi les premières images de l'anatomie humaine. C'est la radiographie qui a donné naissance à la discipline appelée radiologie. Donc, le processus de base de la radiographie consiste à une émission de rayons X de courte durée, de l'ordre de 0,5 secondes par exemple, de la source positionnée en face du patient et qui interagit avec celui-ci. Le faisceau de rayons X produit par un tube à rayons X est émis en direction de la zone du corps humain à examiner. Son intensité est modulée par l'absorption différentielle des organes traversés. L'image est recueillie en sortie sur un détecteur, c'est-à-dire les types de détecteurs qu'on a cités auparavant. Bien sûr, selon la loi de Berlambert. Donc, le coefficient d'atténuation mu dépend de la composition chimique des tissus traversés. Il est élevé pour l'os, moyen pour les tissus mous et faible pour la graisse.
Les os contiennent un effet des sels minéraux, phosphore, calcium, magnésium, qui sont des éléments de numéro atomique plus élevés que les constituants principaux des tissus mous, l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, l'azote, etc. Ils absorbent donc plus les rayons X selon bien sûr la loi de Berlambert. Deuxième méthode d'investigation, la fluorescence X. Expliquons maintenant le phénomène de la fluorescence X. Par définition, la fluorescence X est une émission secondaire de rayons X caractéristique des éléments atomiques qui composent l'échantillon. Un faisceau de rayons X traversant la matière est soumis à trois processus, l'absorption, la dispersion et la fluorescence. Donc l'énergie libérée par le retour des atomes à leur état fondamental par transition électronique en cascade est dégagée sous forme de rayonnement de fluorescence caractéristique de l'élément. Le tableau ci-contre représente les raies caractéristiques de fluorescence et leurs énergies de quelques éléments du tableau périodique. Expliquons maintenant la base expérimentale de la méthode de fluorescence X. Donc, la technique d'analyse comprend deux parties. Une source d'excitation provoque l'émission d'un spectre de rayons X caractéristique de la composition de l'objet. Deuxièmement, un détecteur et un analyseur de rayonnement qui identifient les raies composantes du spectre. Donc, globalement, on place l'échantillon à analyser sous un faisceau de rayons X. Sous l'effet des rayons X, l'échantillon entre en résonance et rémit lui-même des rayons X qui lui sont propres. C'est la fluorescence. Si l'on regarde le spectre en énergie des rayons X fluorescents, on voit des pics caractéristiques des éléments présents. On sait donc quelques éléments on a. Et la hauteur des pics permet de déterminer en quelle quantité. Donc l'excitation d'une raie caractérisée par des photons d'énergie donnée ne peut être provoquée qu'en bombardant l'échantillon avec des photons d'énergie supérieure. L'émission d'un spectre de rayons X s'effectue en trois manières différentes. Premièrement, par un flux d'électrons. Deuxièmement, par une source radioactive. Les rayonnements de la source, rayonnement gamma, provoquent l'émission du rayonnement secondaire dit de fluorescence X. Troisièmement, par un tube de rayons X. Donc, deux formes d'excitation sont à envisager. Première forme, c'est l'excitation par les raies caractéristiques de l'élément de l'anode. Deuxième forme, l'excitation par le fond continu, c'est-à-dire le rayonnement de freinage des électrons dans la cible. La fluorescence X est menée par deux types de spectromètres. Il s'agit donc du premier type, le spectromètre à dispersion d'énergie, EDS, où les photons X sont captés par un détecteur solide, un semi-conducteur de silicium dopé au lithium ou un détecteur au silicium à diffusion, refroidi à l'azote liquide. Les photons X provoquent des ionisations dans le semi-conducteur. Les paires électrons-trous libres migrent sous l'effet du champ électrique de polarisation et provoquent des impulsions de courant dont la hauteur est proportionnelle à l'énergie du photon. On peut séparer par un discriminateur les impulsions selon leur hauteur et donc compter les photons incidents selon leurs énergies. Deuxième type de spectromètre, le spectromètre à dispersion ondulaire. Le système à dispersion ondulaire est composé d'un goniomètre muni au centre d'un cristal analyseur et sur sa circonférence d'un détecteur mobile. Le rayonnement de fluorescence X, colmaté en un faisceau de rayons parallèles, tombe sur le cristal analyseur. Celui-ci diffracte ces rayons selon les angles liés à la longueur d'onde de chaque raie par la loi de Bragg. 2D sinus θ est égal à n lambda. L'électronique de mesure permet de séparer les raies de premier ordre des raies de deuxième ordre. Enfin, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne continuation avec les autres chapitres de cet enseignement.